Ok, chers tous, bonjour. Donc, on va commencer ce webinaire. Donc, c'est un webinaire régional durant lequel on va vous parler des transferts monétaires pour la nutrition. C'est un webinaire qui est organisé donc par 4 organisations, donc le CALP, la Croix-Rouge française, Save the Children et UNICEF. Je vais laisser rapidement donc mes 3 collègues se présenter. Juste à titre de rappel et pour votre information, donc premièrement, le webinaire est enregistré, donc on pourra vous faire parvenir les liens par la suite. C'est toujours une notion qu'on préfère partager. Deuxième information, on vous demandera aussi de bien muter vos micros pendant les sessions. Il y aura des temps de discussion pendant ce webinaire-là, donc c'est des moments où vous pourrez prendre la parole, mais pendant les présentations, on vous remercie par avance de vous mettre en mute. Je vais laisser donc la parole à mes collègues pour se présenter. Anne-Sophie. Oui, bonjour à tous. Donc Anne-Sophie Desmaries, je travaille pour la Croix-Rouge française au niveau du bureau régional de Dakar en tant que référente technique nutrition. Merci. Diane, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Diane Moyer, je suis la conseillère régionale humanitaire nutrition pour l'Afrique de l'Ouest centrale pour Save the Children, basée à Dakar. Merci Diane. Nathalie. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Klein, je suis la représentante régionale pour le CALP pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Dakar. Merci Nathalie. Et donc moi-même, Anne-Céline Delinger, je travaille au niveau du bureau régional de l'UNICEF en tant que nutrition spécialiste avec un focus un petit peu plus centré sur la nutrition dans les urgences. Donc on va pouvoir commencer ce webinaire. J'espère que tout le monde voit mon écran. Je vais faire un partage en full screen. Tout de suite. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes. On vous invite également à ne pas hésiter à poser des questions dans le chat s'il y en a, questions qu'on pourra reprendre au fur et à mesure de la session. Voilà, donc bienvenue à ce webinaire régional, comme mentionné, organisé sur les transferts monétaires pour la nutrition. C'est un webinaire donc qu'on va essayer de garder dans sa temporalité, c'est-à-dire il y aura différents objectifs du webinaire sont, on va dire, assez simples. Le premier objectif est de mieux comprendre l'impact potentiel des transferts monétaires sur la nutrition. Le deuxième objectif est lié à la facilitation et à l'encouragement. Oui. Je ne sais pas si c'est uniquement moi, mais je ne vois pas ton écran. Ah, vous le voyez là ou pas? Non. D'accord, alors attendez. Pas du tout. Ok, donc je reshare mon screen. Donc on y va. Vous le voyez maintenant? C'est bon. C'est bon? Oui. Ok, d'accord. Donc désolé, faux départ, on recommence. Donc j'étais sur les objectifs du webinaire. Donc 3 objectifs assez clairs. Le premier, donc avoir une meilleure compréhension de l'impact potentiel des transferts monétaires sur la nutrition. En particulier. Le deuxième est d'encourager et de faciliter l'utilisation des transferts monétaires dans la programmation nutritionnelle. Et là, nos collègues, donc, mes collègues pourront... merci de vous mettre en mute, si possible, parce qu'on vous entend. Donc, je ne sais pas qui est en mute. Voilà. Donc le deuxième objectif donc est lié donc à la facilitation et à l'encouragement pour l'utilisation des transferts monétaires dans le cadre des programmations nutritionnelles. Des outils d'aide à la prise de décision vous seront brièvement présentés. Et comme troisième objectif, donc il s'agira de faciliter la mise en relation des acteurs donc de transferts monétaires avec les acteurs de nutrition. C'est vrai que c'est pas forcément le cas jusqu'à maintenant, donc on aimerait aussi que ce webinaire soit un peu l'occasion d'échanges entre nos deux secteurs qui sont malgré tout assez proches. Donc on va commencer assez rapidement.
Juste une petite introduction avec un rappel du contexte, notamment pour l'Afrique de l'Ouest. Ce qu'on a pu observer ces dernières années, c'est qu'il y avait eu malgré tout un doublement du financement des transferts monétaires dans l'aide humanitaire, notamment entre 2016 et 2019. Les transferts monétaires aujourd'hui représentent 17,9% de l'aide. Toutefois, ce qu'on observe aussi, c'est que les acteurs de la nutrition ont tendance à percevoir les transferts monétaires comme un outil qui serait plutôt lié au secteur de la sécurité alimentaire. En effet, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'experts transferts monétaires nutrition au niveau des pays et que les personnes en charge des transferts monétaires sont souvent logées au niveau des groupes sectoriels de la FoodSec. Cela crée clairement un gap dans le sens où très peu de nos acteurs de la nutrition ont une expérience et une expertise bien assise sur la question des transferts monétaires. Et c'est ça aussi l'objectif de cette session aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter l'ETM et vous donner quelques outils et quelques clés pour engager les programmations dans ce sens-là. Pourquoi on essaye de pousser sur les TM? Pour une raison assez simple, c'est qu'il y a maintenant quand même pas mal de preuves existantes de l'impact des TM sur la nutrition. Notamment donc des impacts avérés sur les résultats nutritionnels et les déterminants de la malnutrition. Plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, des impacts aussi dans les spots où on a des grandes prévalences de malnutrition, et c'est là où on devrait certainement avoir des objectifs communs, pouvoir développer des transferts monétaires sensibles à la nutrition. Une augmentation aussi des transferts monétaires, mais qui restent limités encore pour la nutrition. C'est ce que je vous disais en amont, certainement par un manque de formation du personnel de nutrition et également par un manque d'expertise pour des programmations de transferts monétaires sensibles à la nutrition. Ici encore, les acteurs NUT ne se sentent pas réellement à l'aise, certainement, avec les transferts nutritionnels par manque d'expertise. Donc, l'objectif, c'est un objectif, on va dire, à moyen terme, moyen-long terme, puisse absolument améliorer les capacités de nous tous, partenaires de la nutrition, pour avoir de plus en plus de programmation nutritionnelle qui prennent en compte la modalité des transferts monétaires. Jusque maintenant, et ça, il faut qu'on soit malgré tout relativement clair avec tous et chacun, c'est qu'il n'y a pas réellement de document de position sur l'utilisation des programmes Cash for Nut. Il y a un certain nombre d'outils qui existent, mais effectivement qui sont relativement limités par rapport à tout ce que peut représenter aujourd'hui les transferts monétaires pour la nutrition. Donc, on a des petits développements, mais on n'est certainement pas assez loin. Et c'est là aussi où on va essayer de pousser. Je vais passer la parole à Nathalie pour prendre la suite. Je vous souhaite une très bonne session et gardez en tête que pour la région et au regard des défis qu'on observe et auxquels on fait face, les transferts monétaires peuvent être vraiment une nouvelle porte d'entrée pour améliorer la situation nutritionnelle des femmes et des enfants plus largement. Merci à tous et Nathalie, je te passe la parole. Merci beaucoup Anne-Céline. Du coup, on peut rester sur ta présentation si ça te va de passer les slides. Donc, on va commencer avec ce tableau un peu récapitulatif. Je ne vais pas aller dans le détail puisque ce tableau
est un résumé des évidences collectées, notamment à travers la guidance du Global Cluster Nutrition, qui donc a publié une guidance sur les évidences sur les TM pour la nutrition en août dernier. Donc, on va vous mettre le lien dans le chat et on vous invite vraiment à consulter cette guidance. Donc, comme l'a dit Anne-Céline, il y a quand même déjà pas mal d'évidences sur l'impact des TM pour la nutrition. Je m'excuse pour le bruit. Je ne sais pas si vous entendez, il y a des travaux à côté. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc, sur différents déterminants de la malnutrition. Et vous voyez qu'il y en a certains, bon, sur tout ce qui est lié à la food sec, mais on voit aussi sur l'hygiène et l'assainissement, sur les services de santé. On a déjà pas mal d'évidences pour montrer l'impact. On peut passer à la suivante, Anne-Céline. Alors, on va faire un petit point sur la terminologie des transferts monétaires. Anne-Céline, je ne sais pas si tu peux passer la slide. Ben oui, mais je suis passée. Alors, je suis déjà passée à la slide suivante. Ça va peut-être. Attends, hop, c'est bon là? Ça vient ou pas? Ça vient pas de mon côté. Avant. Voilà. Alors, bon, ouais, merci beaucoup. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter deux outils qu'on espère va vous aider à non seulement vous familiariser avec les transferts monétaires, de mieux comprendre le potentiel des transferts monétaires pour la programmation en nutrition et de vous aider à savoir comment concevoir des transferts monétaires, parce qu'on a identifié plusieurs barrières. Comme l'a dit Anne-Céline, on sait qu'il y a déjà un manque de sensibilisation des acteurs de nutrition au potentiel des TM. Donc ça, c'est essentiellement la guidance du Global Cluster qui peut vraiment vous aider à dépasser les préjugés ou la méfiance que vous pouvez avoir un peu vis-à-vis des TM. Clairement, les transferts monétaires ne sont pas une baguette magique qui va régler d'un coup tous les problèmes de nutrition. C'est avéré, c'est un sur certains déterminants de la malnutrition. Donc, on vous invite vraiment à consulter cette guidance. Et puis, un deuxième outil que Diane et Anne-Sophie vont vous présenter un peu plus en détail, c'est un outil qu'on a développé au niveau régional et qui est plus sur la prise de décision et la conception des transferts monétaires en combinaison avec d'autres modalités pour la nutrition, qui va vous aider à identifier dans votre contexte, est-ce que les TM sont appropriés, est-ce que c'est un outil pertinent, est-ce que vous devriez l'inclure dans votre programmation? Et si oui, quels sont les éléments clés de conception programmatique qu'il faut prendre en compte pour concevoir des TM sensibles à la nutrition? On peut passer à la suivante. Merci. Donc, un petit point sur la terminologie. Je vais essayer d'être rapide, mais si vous avez des questions, on pourra y revenir plus en détail. Les transferts monétaires, c'est vraiment une boîte à outils. C'est pas, il n'y a pas juste le cash et c'est tout. J'entends un bruit de fond, je ne sais pas si vous l'avez aussi. Donc, on a évidemment l'aide en nature, on a la provision de services, et ce qu'on appelle transfert monétaire, ça regroupe à la fois les transferts d'espèces et les coupons. Donc, on va aller un peu plus en détail. Alors, on a dans l'utilisation des TM, on a l'approche sectorielle, et on a une transversale. Et c'est, à notre sens, un des gros avantages des transferts monétaires, c'est qu'ils permettent vraiment d'adresser ce qu'on appelle les besoins de base et d'agir sur les causes transversales de la malnutrition. C'est particulièrement important dans le secteur de la nutrition, où on sait qu'il y a très souvent des facteurs multiples et des causes transversales à la malnutrition. Donc, on peut concevoir des TM spécifiquement pour des objectifs nutrition, ou on peut choisir des TM à usage multiple qui vont adresser les besoins de base et agir sur les facteurs multiples de la malnutrition. On a ensuite le choix entre conditionner ou ne pas conditionner ces transferts monétaires. Alors, dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, c'est vrai que la conditionnalité va se faire assez naturellement parce que vous menez énormément d'activités de sensibilisation, de promotion des bonnes pratiques, de changement de comportement. Et donc, l'idée de conditionner CTM, c'est que les bénéficiaires vont devoir participer à une activité de sensibilisation, de communication, à une formation, etc., pour pouvoir toucher leur transfert monétaire. On peut passer.
Alors ensuite, il y a bien d'autres éléments dans cette boîte à outils. On a notamment le non restrictif et le restrictif. Alors sans aller trop dans le détail, en gros, le restrictif, c'est les coupons, c'est-à-dire que les bénéficiaires ne peuvent utiliser leur transfert monétaire que là où le coupon peut être reçu, alors soit sur un type de bien et de service ou dans le cadre d'un certain montant auprès de certains commerçants ou fournisseurs de biens et de services, ou alors non restrictif, et ça, c'est-à-dire que si on fait de la sensibilisation, etc., une fois qu'on donne des bénéficiaires, ils ont la totale liberté en fait d'utiliser leur cash sur leurs besoins prioritaires. On peut dérouler tout, Anne-C. Voilà, donc sur le restrictif, alors évidemment, l'aide la plus restrictive, c'est l'aide en nature. Une fois que vous donnez un sac de riz, les gens ont un sac de riz. Il y a la provision de service et puis donc, ce qui nous intéresse vraiment, nous, sur les TM, c'est les coupons. Alors, la difficulté, évidemment, avec le restrictif, c'est que nous, en tant qu'humanitaire, on a tendance à se dire, super, si je leur donne exactement ce que j'ai identifié, ce que j'ai, moi, identifié comme besoin, ça va améliorer l'impact de mon programme, mais en réalité, évidemment, les bénéficiaires ne sont pas des robots. Et s'ils ont des besoins qui sont non couverts et qu'eux identifient comme prioritaires, c'est qu'ils ont tendance à revendre, à échanger les biens en nature. Et c'est la même chose avec les coupons. Les coupons peuvent aussi être échangés ou revendus. Et en fait, en termes d'impact de programme, évidemment, de coût efficience, on n'est pas très bon. Donc, l'idée, si on applique des restrictions à l'usage, il faut non seulement que les analyses de besoins soient extrêmement fines, mais de l'autre, qu'on soit sûr que les besoins de base soient couverts. Et donc, un couplage transfert d'espèces à usage multiple, donc non restrictif, avec des coupons pour l'accès à des biens et services pertinents pour la nutrition, peut être quelque chose de particulièrement efficace. Donc, on a deux types de coupons. Les coupons à valeur marchandise, c'est-à-dire que les gens vont échanger leurs coupons auprès des commerçants pour un certain type de biens et de services. On voit par exemple, ça peut être des coupons pour le transport, pour l'accès à des centres de traitement. Ça peut être des coupons pour des biens alimentaires spécifiques. Et le coupon à valeur monétaire, ça veut dire qu'ils vont pouvoir échanger leurs coupons pour tous les biens et services disponibles auprès des prestataires de services et commerçants contractualisés pour le montant défini par le coupon. Sur les transferts d'espèces et sur les coupons, on a ensuite un très large choix de ce qu'on appelle les mécanismes de distribution qui sont très variés. Alors, on a tout ce qui est électronique avec les cartes bancaires, les coupons électroniques, le mobile money, etc. Et on a de la même façon les coupons digitaux, les coupons papier qui se font de moins en moins. Et donc, les facteurs qu'il faut prendre en compte pour tout ça, c'est évidemment la maniabilité, l'acceptance, la familiarité des bénéficiaires avec ce type de mécanisme, l'accès, la sécurité, et donc la diversité des mécanismes de distribution offerts par les transferts monétaires peut vous permettre de limiter et de répondre à certains risques identifiés. Il y a très peu en fait de risques généraux liés au transfert monétaire parce que les risques qu'on a entre un transfert en cash direct avec un coupon électronique ou du mobile money ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, donc c'est vraiment des options qui sont disponibles pour assurer le meilleur impact, la meilleure acceptance par les bénéficiaires et limiter les risques au maximum. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la partie terminologie. Je vous invite à voir, je vais vous mettre dans le chat le lien vers le glossaire du CALP qui peut vous aider avec toutes les définitions sur les termes que j'ai introduits et bien d'autres. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut prendre 5 minutes. Alors, je ne vois pas de questions pour le moment dans la chat box, mais effectivement, chers collègues, n'hésitez pas à prendre la parole. Le webinaire va être jalonné de quelques moments de questions-réponses, donc n'hésitez pas. Alors, je vois une question de M. Magagui. Oui, quand on dit en fait le cash, c'est pour ça qu'en français, en anglais, on n'a pas forcément exactement la même terminologie. Les espèces, c'est la monnaie, hein, c'est les billets, les pièces, c'est ce qu'on vous remet en main propre. Alors que les coupons, ça va être les bons, les vouchers, tout ça.
Okay. Merci Nathalie, merci Saïdou. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette première partie? N'hésitez pas à prendre la parole et à vous présenter aussi, à redonner peut-être le nom de votre organisation et à vous présenter. On aime bien aussi entendre les voix, hein, donc vous pouvez aussi parler, il n'y a pas de souci. Il y a Fabrizio qui lève la main, tu peux, ouais. Bonjour, je suis Fabrizio, le référent de nutrition de MSF France. Merci pour cette présentation très intéressante. Moi, j'ai une question sur la conditionnalité de cette transfert. Est-ce que la conditionnalité va limiter un peu l'utilisation ou plutôt l'acceptabilité des bénéficiaires ou pas? Alors, évidemment, plus on contraint, plus on perd un peu la plus-value des TM, qui est le positionnement du choix et de la prise de décision et de la priorisation des besoins aux mains du bénéficiaire. Donc, plus on commence à lui dire sur quoi ou comment il devrait dépenser ou à lui imposer des conditions pour accéder à son cash, plus l'acceptabilité a priori décroît, mais ce n'est pas forcément le cas parce que les bénéficiaires savent aussi très bien ce dont ils ont besoin et certains savent qu'ils ont besoin de sensibilisation et de formation. Donc, ce n'est pas automatique. Mais après, ce qui est aussi important à penser quand on choisit d'appliquer des conditionnalités ou des restrictions, c'est le coût de celle-là en termes de ressources humaines, de ressources financières, de monitoring, etc. Et typiquement sur les filets sociaux, on se rend de plus en plus compte, et surtout notre incapacité en fait à appliquer de façon réelle des conditionnalités strictes, parce qu'en fait, c'est quand même assez difficile de refuser un transfert monétaire à un participant parce qu'il n'a pas pu assister à une session. Il y en a plein qui ont des bonnes raisons pour parfois manquer des sessions. Donc en fait, le coût efficacité est quand même assez faible et c'est pour ça qu'on part de plus en plus sur des conditions en fait soft. Mais ça dépend aussi de comment vous placez votre TM dans votre programmation. Est-ce que c'est la modalité centrale et auquel cas la sensibilisation est un peu secondaire, donc en fait l'essentiel qui est leur TM, ou est-ce que la modalité centrale c'est la sensibilisation au changement de comportement, auquel cas le TM est censé être un accélérateur et donc si les gens n'ont pas forcément leur TM, l'essentiel est qu'ils aient les messages. Donc ça dépend un peu comment vous faites vos choix programmatiques. Et ce qui est plus efficace pour réduire ou prévenir la malnutrition, ça va dépendre vraiment de l'analyse des causes sous-jacentes de la malnutrition et des objectifs de votre programme. Il y a des programmes ou des contextes où on sait que, par exemple, les gens ne se nourrissent pas bien parce qu'ils n'ont pas accès financièrement à un régime suffisamment diversifié. Et en fait, ils savent bien qu'il faudrait manger différemment, mais voilà, ils peuvent acheter que du riz, donc ils n'achètent que du riz. Et il y a aussi beaucoup de contextes où, à l'inverse, on sait que les gens ne savent pas forcément qu'il faut diversifier. Et donc là, du conditionnement peut être vraiment nécessaire et efficace. J'en profite pour prendre aussi la question de Damien. En fait, on a un glossaire en français et en anglais qui correspondent. Et on travaille depuis longtemps, je dois dire, sur un glossaire qui relie les termes en français et en anglais. On l'utilise en interne pour notre traduction, en fait, mais c'est pas sorti en externe. Une autre question de Saïdou Magaji du PAM. Selon vos expériences et les retours terrain, est-ce que vous pourriez donner les avantages et les inconvénients entre restrictifs et non restrictifs? Alors, comme je disais, c'est-à-dire que les restrictifs, donc si on dit les restrictifs, c'est les coupons. En termes de production déjà, en termes d'investissement, ça peut être plus long, mais bon, ça dépend un peu du mécanisme choisi et de la préparation de l'organisation. Donc, l'hypothèse de base, c'est que le restrictif va améliorer l'impact sur les programmes, parce qu'en restreignant l'utilisation du cash vers les items ou les services qui nous intéressent, nous, en tant qu'acteurs de NUT, on se dit, hop, on va maximiser l'impact. En réalité, ce n'est pas forcément ce qui se passe, parce que si les gens n'ont pas leurs autres besoins couverts, ils peuvent échanger leurs coupons, voire les revendre à un moindre prix, et donc avoir moins d'argent disponible que si on leur avait donné l'équivalent en cash du coupon. À l'inverse, on sait aussi que
Si on donne, par exemple, du non restrictif, donc des espèces, mais sur un montant qui n'est pas cohérent avec les objectifs du programme, ou sur une durée trop courte, par exemple, il y a un risque qu'effectivement, les ménages répondent avec ce cash à leurs besoins urgents, si par exemple, il y a quelqu'un de malade dans la famille, ou si on n'a pas assez à manger pour tout le monde. Mais c'est pareil avec les autres modalités, en fait. Hein. Les gens vont faire leurs propres arbitrages, et si vous leur donnez en nature ce qui ne correspond pas exactement à leurs priorités, ils vont s'arranger pour se le redistribuer, se l'échanger, etc. Donc, il n'y a pas de réponse en soi. Ça dépend de vos analyses contextuelles, et ça dépend surtout de la façon dont vous concevez en fait votre TM. Ok, très bien. Merci beaucoup Nathalie. Merci à tous pour les questions nombreuses et intéressantes. On va pouvoir passer donc à la suite de la présentation, et je vais laisser donc Anne-Sophie de la Croix-Rouge prendre la main. Merci. Merci beaucoup. Alors juste, c'est bon, je pense que vous voyez mon écran. Donc justement, la deuxième partie de super, merci. L'idée justement de la deuxième partie de cette présentation, c'était de pouvoir aussi vous présenter brièvement justement les outils au niveau de la région qui ont pu être élaborés pour pouvoir appuyer la prise de décision, justement pour pouvoir considérer et intégrer les transferts monétaires dans vos programmations nutritionnelles. Et sur ça, en fait, on est parti sur 3 axes. En fait, le premier axe consiste un petit peu sur ces outils-là, justement arriver à contextualiser donc le cadre conceptuel de la malnutrition dans chaque contexte spécifique, justement en intégrant également un focus sur les barrières économiques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir repartir en fait des données existantes, des connaissances existantes pour arriver à justement déterminer les facteurs contributifs de la malnutrition dans un contexte déterminé. Et en ayant également une priorisation justement sur les barrières, alors les barrières qui peuvent être économiques, mais également comportementales et structurelles, pour arriver à contextualiser tout ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ce travail-là, en fait, le deuxième axe justement consistait en fonction des barrières identifiées sur l'axe précédent, donc justement par rapport aux différents facteurs causaux sous-jacents de la malnutrition, on va justement définir un ensemble de combinaisons d'interventions en fonction du contexte dans lequel on se trouve, donc justement des interventions qui vont cibler l'appui justement sur l'offre au niveau sur les services, également sur tout ce qui va être les barrières comportementales, mais également au niveau des barrières économiques en intégrant les transferts monétaires justement dans le cadre de la programmation. Et donc justement, une fois qu'on a fait ce travail-là, une fois qu'on a réussi à contextualiser justement le cadre conceptuel, qu'on a défini la combinaison d'interventions spécifiques, ensuite ça va être justement de concevoir l'ensemble de ces interventions qui vont être justement intégrées. Donc vous allez justement concevoir, comme vous le faites d'habitude sur les approches, tout ce qui va être communication pour le changement de comportement, également les interventions pour appuyer toute la partie service, et également, cette partie-là de l'outil va permettre de vous orienter justement sur comment concevoir les transferts monétaires justement dans le cadre de la programmation nutritionnelle, en ayant justement un aspect sensible à la nutrition, en respectant un petit peu les étapes classiques qu'on va pouvoir retrouver dans tout ce qui va être transfert monétaire. Donc voilà, c'est un petit peu une approche, on va dire, qu'on va vous redétailler. Là, c'est juste pour vous donner un petit peu le cadre global justement de cet outil régional qui a pu être élaboré. On va reprendre justement axe par axe pour pouvoir vous expliquer un petit peu justement l'articulation de comment arriver sur chaque axe. Vous allez également, on vous partagera l'ensemble des outils prochainement dans les semaines à venir, où justement vous allez aussi pouvoir vous appuyer sur un ensemble d'annexes qui seront justement définis sur chaque axe, et justement ces annexes vont vous permettre de vous orienter soit avec des templates, soit avec des orientations pour vous appuyer sur chacune des parties. Mais voilà, l'idée c'est un petit peu justement d'arriver à concevoir
une modalité, on va dire, une combinaison de modalités, on va dire, qui va être spécifique en fonction de votre contexte, en fonction des données existantes, mais également en pouvant inclure les transferts monétaires pour arriver aussi à maximiser les résultats spécifiques au niveau de la nutrition. Donc, je vais commencer justement sur le premier axe qui consiste justement sur toute la partie contextualisation donc, de votre cadre conceptuel de la malnutrition en ayant justement un focus sur les barrières économiques. Juste avant de rentrer un peu plus dans le détail, je voulais juste vous remontrer un petit peu le cadre conceptuel qu'on connaît tous, un petit peu le cadre conceptuel standard de l'UNICEF, et de voir justement comment les transferts monétaires vont pouvoir aussi avoir un impact, notamment sur les facteurs sous-jacents. Donc ça, c'est des éléments que vous retrouvez également sur la guidance dont vous parlez justement tout à l'heure, Nathalie, avec un impact qui va pouvoir se faire au niveau des ménages et des individus, justement pour pouvoir acheter tout ce qui va être bien, également accéder au niveau des services qui peuvent aussi avoir un impact sur la nutrition pour la mère et les enfants, donc qui va concerner l'ensemble finalement des facteurs sous-jacents qu'on peut connaître habituellement. Un deuxième niveau qui va aussi pouvoir permettre, si on utilise notamment les transferts monétaires conditionnels par rapport à ce que vous expliquiez justement Nathalie précédemment, pour pouvoir soit susciter aussi la participation au niveau des activités de CCC, ou également aussi encourager la fréquentation, enfin l'utilisation des services de prévention ou des services prioritaires existants. Et un troisième niveau où justement les transferts monétaires vont aussi permettre d'agir sur le revenu des ménages pour aussi pouvoir réduire que ce soit les tensions, les pressions économiques justement à différents niveaux pour pouvoir aussi améliorer tout ce qui va être les pratiques de soins toujours au niveau des causes sous-jacentes. Vous voyez finalement les transferts monétaires, si on regarde ça de manière un petit peu schématique, un peu globale, vont permettre en tout cas d'agir à différents niveaux au niveau de ce cadre conceptuel. Et donc justement, ce premier axe, l'idée justement des outils d'aide à la décision, ça va être de permettre aux acteurs de la nutrition justement d'identifier les causes dans leur contexte en réalisant justement un ensemble d'étapes pour pouvoir justement vous accompagner jusqu'à tout ça. Donc la première étape, en fait, ça va être de reprendre l'ensemble des données existantes à travers les différents types d'enquêtes, les différentes données chiffrées sur lesquelles vous pouvez avoir accès. Qui vont également aussi permettre de pouvoir identifier donc les différents facteurs contributifs de la malnutrition dans votre contexte, alors en fonction des données existantes, en fonction des connaissances. Et en troisième étape, ça va être justement de classifier l'ensemble de ces déterminants et justement d'orienter, de voir si on fait plutôt appel à des barrières qui sont économiques, comportementales, ou plutôt, on va dire, transverses au niveau de tout ce qui va être service de base au niveau structurel. Donc, c'est un petit peu les trois principales étapes, on va dire, pour arriver à faire ce travail-là avec une quatrième étape, on va dire, qui va être plutôt facultative, qui va permettre justement de réaliser des analyses complémentaires, notamment si on souhaite faire des analyses un peu plus poussées par rapport justement à certaines barrières qu'on aurait pu identifier, qu'elles soient structurelles, économiques ou comportementale, avec justement un ensemble d'outils qui va permettre aussi de vous orienter en fonction des besoins, en fonction des capacités de ce que vous pouvez justement avoir à votre niveau. Donc, pour revenir un petit peu justement sur la première étape dont je vous parlais juste précédemment, sur la revue des données existantes, donc ça va comporter justement les données que vous allez avoir au niveau national et au niveau local, et de définir également leur niveau de fiabilité. Et donc, sur cette partie-là de l'étape, on va justement aussi, enfin, ça fait vraiment le lien avec l'approche, l'outil IPC, malnutrition aiguë, que certains connaissent déjà, avec justement une similarité sur l'approche utilisée.
C'est-à-dire que dans un premier temps, donc je vous ai juste remis un petit peu l'exemple du template que vous allez retrouver dans les annexes juste en bas. La première étape, ça va être justement de lister un petit peu l'ensemble des indicateurs. Donc sur ça, vous allez déjà retrouver une liste alors qui n'est pas complètement exhaustive, que vous allez pouvoir compléter, modifier, mais c'est un petit peu sur les indicateurs standards qu'on peut retrouver notamment dans l'IPC malnutrition, avec par exemple les indicateurs sur tout ce qui va être nutrition, les pratiques de soins, la sécurité alimentaire, etc. Une fois que vous allez justement avoir une fois avoir revu en tout cas cette liste d'indicateurs, vous allez pouvoir renseigner les données, que ce soit au niveau national ou au niveau local, en fonction du niveau de précision que les enquêtes vous apporteront. Ensuite, pour chaque indicateur, vous allez également pouvoir renseigner les informations pour avoir une certaine visibilité sur la représentativité de ces données par rapport au contexte dans lequel on se trouve, et de savoir également si ces indicateurs font face à une saisonnalité. Donc, pour ça, vous aurez également des orientations sur l'annexe pour faciliter un petit peu le remplissage de ce template. Et donc, justement, pour arriver au bout, d'arriver à définir notamment le niveau de fiabilité, pour ça, on va se baser en fait sur deux aspects qui va être justement est-ce que les données sont récentes ou non, sur la temporalité, et également sur la source de l'ensemble des données disponibles. Et c'est justement en fonction de ces deux indicateurs-là qu'on va définir si pour chaque indicateur on est sur un niveau de fiabilité qui est faible, acceptable, moyen ou élevé, avec justement des orientations, mais qui collent vraiment pour le coup avec l'exercice IPC tel qu'il peut être fait au niveau des pays. Alors justement, par rapport à cette matrice-là, vous allez également pouvoir vous appuyer, notamment pour les pays qui ont déjà fait les analyses IPC. Alors notamment sur ça, vous pourrez prendre attache avec la FAO, le PAM ou l'UNICEF au niveau des clusters pays, pour pouvoir aussi récupérer un petit peu l'ensemble de ces données si vous ne les avez pas. Ou alors vous permettre de vous appuyer sur d'autres analyses des données qui auraient pu être faites dans le cadre de LinkNCA ou d'autres études, pour faciliter en fait le remplissage de cette matrice, ou alors simplement vous baser sur les rapports, sur toutes les données que vous pouvez avoir à disposition. Donc voilà, en tout cas, le template est juste là pour vous appuyer un petit peu dans l'exercice, pour faciliter un petit peu justement cette logique au niveau de la revue des données existantes. Ensuite, une fois que vous avez justement fait ce travail, vous avez identifié les indicateurs, les données qui existent, leur niveau de fiabilité. Ensuite, on va justement identifier les principaux facteurs contributifs de la malnutrition, donc dans la zone où vous allez vous trouver, en vous appuyant justement sur la fiabilité de ces preuves. Et donc, pour chaque indicateur, on va devoir définir si les facteurs contributifs sont majeurs, mineurs, non contributifs, ou si on n'a pas de données disponibles en l'état. Donc justement, pour pouvoir faire cette étape-là, l'idée, c'est de pouvoir faire cet exercice un petit peu en plénière, c'est-à-dire avec des acteurs de différents secteurs pour avoir une certaine représentativité. En repartant justement du schéma causal de la malnutrition dont vous parlez tout à l'heure, et ensuite en fonction du niveau de preuve, de la fiabilité des preuves identifiées sur l'étape précédente, et aussi en fonction des connaissances existantes. À ce moment-là, vous allez pouvoir justement identifier ces différents facteurs contributifs. Sur ça, sachant que voilà, si par exemple l'exercice IPC a déjà été réalisé au niveau, vous allez fortement pouvoir vous appuyer sur le travail existant, mais ça reste quelque chose voilà, qui est un petit peu plus subjectif sur cette étape-là, pour arriver à définir le niveau de facteurs contributifs ici. Et donc là, ça va être toujours, vous allez rester sur la même annexe que vu précédemment, pour pouvoir justement renseigner pour chaque indicateur et remplir cette partie-là. Alors, pour vous donner un petit peu un exemple concret, et donc c'est l'exemple qu'on commence ici sur cette partie de l'étape, mais on va également reprendre cet exemple fictif du Burkina Faso sur l'ensemble des axes pour vous montrer un petit peu au fur et à mesure comment est-ce qu'on peut justement utiliser
l'outil de manière assez pratique pour que ce soit un petit peu plus parlant. Mais voilà, on est quand même vraiment sur un exemple qui n'est pas forcément... On s'est inspiré un petit peu justement de la région Sahel, mais sans être un exercice complètement exhaustif qu'on a fait un petit peu justement rapidement juste pour illustrer les outils existants. Donc, vous voyez, là, on s'est mis un petit peu justement on était reparti de l'IPC malnutrition qui a pu être fait au niveau du Burkina Faso en s'inspirant justement de la région Sahel. Et on a pu justement reprendre la revue des données existantes qui avaient pu être faites dans ce cadre-là. Et ensuite, on était justement arrivé à reprendre les indicateurs clés en identifiant les indicateurs majeurs en termes de contribution au niveau de la situation nutritionnelle. Donc, vous voyez ici, on a ciblé tout ce qui est pratique de soins sur l'ange avec l'allaitement maternel exclusif, l'introduction des aliments pour les jeunes enfants. Également certaines maladies, notamment les diarrhées, le paludisme, tout ce qui est aussi consommation alimentaire pour les jeunes enfants et l'accès au niveau des installations d'assainissement et les sources d'eau potable qu'on a pu identifier dans ce cadre-là comme des facteurs majeurs. Du coup, je vais juste laisser continuer ma collègue Diane pour vous expliquer les étapes suivantes. Diane, est-ce que tu fais le partage de ton côté ou est-ce que je continue sur la mienne? Continue sur la tienne, tu ne m'as pas donné le contrôle. Si, oui. Alors peut-être, il y a une question, peut-être, je ne sais pas si on la prend maintenant ou si vous souhaitez arriver à la session des prochains échanges. Peut-être qu'on peut juste garder un petit peu l'ensemble des questions, comme il y a un petit peu une logique sur les axes suivants. On pourra peut-être répondre un petit peu à l'ensemble des questions à la fin, si ça vous va. D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Bonjour à tous. Merci Anne-Sophie. Donc, comme Anne-Sophie l'a dit, dans le cas du premier axe, on va commencer par essayer de savoir un petit peu ce qui se passe. Donc, on va avoir une première évaluation qui va être des données existantes. Les données sont soit existantes à travers l'IPC, qui nous permet de faire une revue exhaustive, plus ou moins exhaustive, soit à travers d'autres sources documentaires, que ce soit les SMART, les rapports CAP, etc. Donc là, vous avez pu identifier, grâce à cette première analyse, vous avez pu identifier quels sont les déterminants principaux de la malnutrition, lesquels étaient majeurs, lesquels étaient mineurs. Et vous avez besoin de savoir maintenant, quels sont les déterminants qui sont en lien avec le contexte économique, puisqu'on a vu que le cash peut avoir un impact sur différents déterminants s'il y a une connotation économique et financière. Anto ? Alors, vous avez 3 niveaux, grosso modo. Vous avez le niveau économique, c'est-à-dire les barrières financières d'accès et disponibilité, c'est-à-dire comment l'argent va impacter le déterminant. Donc, on va voir que les barrières économiques ne sont pas forcément liées à la sécurité alimentaire. Vous pouvez avoir des barrières économiques liées aux pratiques de soins, liées à l'accès à l'utilisation des services de santé. Puis après, vous avez les barrières que l'on va considérer comme comportementales. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est lié à la connaissance, perception, utilisation, normes et pouvoir décisionnel des femmes et de la communauté dans son ensemble. En disant donc que la disponibilité économique ne suffit pas, mais il faut aussi avoir la possibilité de comprendre et d'utiliser les services ou les biens qui sont mis à disposition. Et enfin, le dernier point, ça va être l'aspect structurel. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place un accès économique et qu'on donne la connaissance, les moyens, les capacités d'utiliser, de bénéficier de ces services ou de ces biens, il faut aussi que les services et les biens existent. Donc, comment vous allez, ça peut être le service structurel, ça va être l'état des marchés. Quand on parle, par exemple, est-ce que vous avez la disponibilité des aliments sur le marché, mais ça va être aussi l'aspect structurel au niveau de la santé, de l'assainissement, tout ce qui est eau potable, donc tous les services de base.
Donc, comment vous faites cet exercice? Vous le faites de deux façons. Vous le faites en plénière, donc vous reprenez la même équipe avec laquelle vous avez travaillé pour l'identification des déterminants et savoir lesquels étaient majeurs et mineurs. Et vous allez utiliser une annexe que l'on a créée qui classifie chaque type d'indicateur selon s'il est économique, structurel ou comportemental. Prochaine. Donc, dans le cas du Burkina, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on a déjà une diversité alimentaire minimale et un régime alimentaire minimal acceptable. Donc, c'est déjà nos deux éléments en termes de sécurité alimentaire. Puis, on a aussi une problématique d'introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous, l'allaitement maternel exclusif pour les moins de 6 mois et des problèmes de diarrhée et de paludisme. C'est le premier constat qu'on a fait. Souvenez-vous de l'exercice qu'on a fait précédemment. Vous allez déjà pouvoir faire un premier constat en disant que la diarrhée est sûrement liée au manque de respect des pratiques de soins et notamment de l'allaitement maternel exclusif. Et puis après, vous avez aussi vu qu'on a des difficultés d'accès à des sources d'eau potable et à des installations d'assainissement. Une fois de plus, on peut faire un lien entre la diarrhée, aussi le paludisme, avec l'accès et disponibilité aux sources d'eau et d'assainissement. Maintenant, vous allez faire cet exercice de classification. Donc, comment on le fait? On utilise la matrice. Donc là, je ne vous présente pas toute la matrice, on donne juste un exemple. Vous avez l'aspect économique. Donc, l'aspect économique, ça va être par exemple une alimentation équilibrée et adaptée n'est pas abordable financièrement. Donc, ça veut dire que le prix est trop élevé ou la personne n'a pas de ressources financières. Vous avez aussi l'accès aux services de base n'est pas financièrement abordable. Donc, quand on parle de services de base, encore une fois, on parle de services de santé, mais également des services d'assainissement. Donc, ça peut couvrir le coût du transport, des médicaments, des articles d'hygiène, des structures d'assainissement. Donc, maintenant, si on veut faire le lien avec, donc ce sont les barrières économiques, si on veut faire le lien avec, excusez-moi, donc il y a une barrière qui est comportementale. Donc là, on va être manque de capacité de donneurs de soins pour fournir des pratiques de soins adéquates. Donc, connaissance, compétences, bien-être physique et mental. Donc, encore une fois, on ne se limite pas uniquement à la connaissance, mais on prend en compte aussi tout l'aspect genre, le rôle de la femme, la capacité de prendre une décision, le stress, tout ce qui est santé mentale. Vous allez voir comment ça peut être lié à plusieurs choses. Et en dernier, au niveau des structurels, vous allez avoir des services de base qui ne sont pas disponibles en qualité et en quantité. Donc, encore une fois, ce listing n'est pas exhaustif. Vous aurez dans l'annexe la liste de tous les indicateurs et comment ils sont classifiés. Donc, maintenant que vous avez ça, vous devez faire le lien. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de diversité alimentaire minimale et de régime alimentaire minimum acceptable, vous avez deux causes. Vous avez une cause qui est économique, c'est-à-dire que les gens n'ont pas les moyens d'acheter, de se procurer des aliments nutritionnels dont ils ont besoin. Mais il y a aussi, et sans doute, une cause qui est plutôt comportementale. Est-ce que les gens sont au courant? Je crois que cela avait été mentionné notamment par Nathalie lorsqu'elle parlait de conditionnalité, de pourquoi choisir une option. Donc, il faut prendre en compte les deux approches. L'aspect, est-ce que l'alimentation est disponible? Est-ce qu'elle est là financièrement? Mais aussi, est-ce que les personnes, même si on leur donne les capacités financières d'acheter, est-ce qu'ils auront les autres capacités comportementales, connaissances de s'approprier, d'avoir une bonne alimentation. Next. Après, lorsqu'on regarde tout ce qui est pratique de soins. Donc, pratique de soins, on va souvent dire, bon, c'est lié à des problèmes de manque de capacité, connaissances, compétences, bien-être physique et mental. Mais il y a aussi l'aspect économique qui rentre en jeu. La disponibilité des mères, la disponibilité financière. Est-ce que la mère, elle peut allaiter son enfant? Et lorsqu'on parle de production d'aliments solides, il ne suffit pas d'avoir la connaissance, de savoir quel type d'alimentation il faut introduire, mais il faut aussi avoir l'aspect financier. Il faut aussi prendre en compte que lorsqu'on parle de consommation, on ne parle pas simplement d'aliments, c'est-à-dire j'ai accès aux céréales, mais on va aussi parler de tous les aspects qui sont liés au stockage et à la préparation.
est-ce qu'ils ont accès à du matériel qui vont leur permettre de cuire, de stocker correctement. Donc, ce n'est pas, encore une fois, uniquement lié à l'achat d'aliments. Il y a l'achat d'aliments, comment on va le stocker, comment on va s'assurer qu'il n'y a pas de risque bactériologique. Next. Anso? Anne-Sophie? Oui, alors est-ce que tu vois… C'est bon, c'est bon. C'est bon? Un petit décalage. Bon. Merci. Tu peux revenir en arrière? Il n'y a rien. C'est bon, ne bouge plus. Excusez-nous, des problèmes de connexion. Donc, la façon, j'ai vu apparaître une question. Comment vous allez établir quels sont, qu'est-ce qu'il y a quoi. Donc, juste pour terminer, l'accès à l'eau, vous allez vous retrouver avec un problème structurel et un problème financier. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que dans mon village, il y a un puits? Est-ce que dans mon village, il y a un centre de santé? Est-ce que si le centre de santé est là, est-ce qu'il y a la gratuité des soins? Et si elle n'y est pas, ça veut dire que c'est une barrière économique. Donc, ce que l'on veut vraiment montrer avec ce schéma, c'est qu'il ne faut pas se dire j'ai un problème de pratique de soins, donc la réponse doit être pratique de soins. Ou j'ai un problème de sécurité alimentaire, donc la réponse doit être sécurité alimentaire. Comme vous le voyez, l'aspect économique sur lequel le cash va impacter peut impacter non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi les pratiques de soins et l'accès et l'utilisation à des services de base. Donc ça, comment vous allez le faire? Vous allez le faire en brainstorming. Vous allez faire une première réflexion avec vos équipes. Et si vous pensez que vous manquez d'informations, c'est là que vient l'étape 4. Anso? Voilà. Où vous allez faire une analyse complémentaire. Jusqu'à présent, on est resté, en termes d'évaluation, on est resté sur de l'analyse secondaire, c'est-à-dire faire une analyse de données existantes complétée par une réflexion en interne et avec les partenaires dans un multisectoriel. Maintenant, si vous pensez que vraiment vous manquez d'informations parce que vous n'avez pas l'IPC disponible, parce que les informations ne sont pas là, vous avez la possibilité de creuser la question, c'est-à-dire d'identifier, après avoir fait votre identification du type de barrière économique, celle que vous supposez, vous allez identifier une méthodologie que vous allez prioriser, non seulement de barrière. Très souvent, dans nos contextes, surtout les contextes humanitaires, on n'a pas toujours le temps de faire des analyses extrêmement profondes. On n'a pas tous 4 mois pour faire une NCA. On a parfois juste 2 semaines. Donc, nous, on a vraiment voulu, à travers cet outil, vous donner plusieurs options de réflexion. Vous donner des options d'analyse rapide où vous regardez uniquement les données grâce à l'IPC avec un brainstorming, mais aussi la possibilité de considérer d'autres options méthodologiques. Donc, prochaine. Anso? Oui, sur l'étape 4. C'est juste qu'il y a un petit décalage en fait en termes de temps. D'accord. Encore? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé, encore une fois, de faire une annexe qui n'est pas présentée ici parce qu'elle est assez longue. On a essayé de lister toutes les méthodologies qui existent aujourd'hui, que ce soit Cost of Diet, Field Nutrient Gap, les SQUIC, les SLIC, etc. La liste que vous voyez sur l'écran n'est absolument pas exhaustive. C'est utilisé uniquement pour un exemple précis. Pour chaque type de méthodologie, on a essayé de voir un petit peu quel type d'information cela peut vous donner, c'est-à-dire est-ce que ça va être plus pertinent pour faire une analyse de barrières économiques ou de barrières structurelles, une barrière économique liée à la sécurité alimentaire ou une barrière économique liée aux problèmes d'accès aux services de base, et de vous proposer également différentes méthodologies, pour chaque méthodologie, le niveau de ressources nécessaires.
Entre une CAP, entre une SMART ou entre une NCA, les ressources et le niveau d'expertise ne sont pas les mêmes. Donc, en fonction de ce que vous avez comme expertise, comme ressources et comme temps, vous pouvez choisir la meilleure méthodologie. Donc, par exemple, dans ce cas-là, nous avions identifié une barrière économique. Nous avons identifié qu'on avait une problématique de coût élevé des aliments riches en nutriments. Donc, par exemple, je crois que ça avait été mentionné par une personne, vous pouvez utiliser la méthodologie Cost of Diet ou Field Nutrient Gap qui va vous permettre de bien identifier quel est le gap économique pour s'assurer d'une bonne alimentation. On a aussi vu qu'on a des problèmes de disponibilité des services sanitaires avec une couverture sanitaire insuffisante. Là, vous allez proposer peut-être soit une bottleneck analysis selon la méthodologie d'UNICEF, soit une SQUIC ou une SLIC selon la taille de votre zone. On a aussi vu que nous avons des problématiques comportementales, donc les problèmes de capacité, donc pratiques de soins inadéquates, les croyances, etc. Donc là, vous pouvez choisir entre une CAP, une NCA, aussi une analyse des barrières, selon les méthodologies appropriées. Donc, comme vous pouvez le voir, idéalement, on aimerait bien faire toutes les méthodologies. Dans le monde réel, on n'a pas toujours la ressource. Donc, c'est à vous de voir en fonction de ce qui est disponible en termes de ressources, en termes de temps et les informations qui manquent. Merci. Anso? Oui, est-ce que tu vois sur l'axe 2? Non, pas encore. Voilà, c'est bon. Donc, je résume. L'axe 1 avait pour objectif de vous aider à identifier quels étaient les et une fois ces déterminants identifiés, quels sont les déterminants qui sont liés à des raisons économiques, qui sont liés à des raisons comportementales et à des raisons structurelles. Encore une fois, quand on parle d'une réponse cash, on ne parle pas d'une réponse cash uniquement pour la sécurité alimentaire. Le cash est multisectoriel, le cash peut adresser énormément, peut adresser de multiples déterminants de la malnutrition, pas uniquement l'accès à la sécurité alimentaire. De même, lorsqu'on a un problème de sécurité alimentaire, il peut être adressé à la fois par une réponse cash, mais aussi par une réponse au changement de comportement. Donc là, vous avez vos déterminants, vous avez creusé, vous savez un petit peu quel est le problème. Vous devez identifier cette combinaison d'interventions. Encore une fois, comme l'a dit Nathalie, il n'y a pas de formule magique. C'est extrêmement dépendant du contexte. On va vous donner des grandes orientations dans cet exemple, mais il faut que vous compreniez vraiment quel est votre contexte et ce qui marche dans ce cas-là ne va pas forcément marcher ailleurs. Donc, les TM, c'est vraiment sur lever les barrières financières, donc accès à l'alimentation aux services de base. Donc, quand on parle d'alimentation, on peut aussi compter tout ce qui est les non-food items, c'est-à-dire tout ce qui est kit wash, produits d'hygiène, etc. Vous avez aussi la possibilité de renforcer l'utilisation des services. Donc, encore une fois, Nathalie l'a mentionné, on parle de TM conditionnés. Il y a besoin, les TM ont besoin pour être efficaces d'être combinés avec d'autres interventions. C'est quelque chose qui a été prouvé par de nombreuses études. Les TM tout seuls sont rarement aussi efficaces que lorsqu'ils sont combinés avec des interventions nutrition spécifiques ou sensibles. Donc, encore une fois, je répète la combinaison des trois. Vous avez besoin, pour être le plus efficace possible, de considérer une réponse TM, une réponse cash, transfert monétaire, une réponse orientée sur le changement de comportement qui va permettre l'utilisation et l'utilisation des services et les bonnes pratiques, et une réponse sur le renforcement des services. Grosso modo, donner du cash et le comportement et changer le comportement ne va pas suffire si les services ne sont pas là. Donner du cash, renforcer les services ne va pas suffire si vous ne travaillez pas sur le comportement. Changer le comportement, renforcer les services ne suffira pas si vous avez une problématique économique.
Donc, je vais vous montrer, nous avons, alors, merci. Comment on va le faire? On a encore une fois repartir sur l'identification fictive du Burkina. Vous vous souvenez donc des différentes problématiques qu'on a identifiées. On a essayé avec une annexe de voir un petit peu quel pourrait être le type de réponse et selon si c'est une réponse cash, une réponse TM, une réponse changement de comportement, une réponse renforcement de services de santé, comment… Anso, on ne voit plus la présentation. Bon, je vais continuer le temps qu'Anso remette l'écran. Comment chaque intervention peut aider? Donc, merci. Et plein écran. Super, merci. Donc, je vous donne quelques exemples. Par exemple, vous avez votre problématique, vous avez une problématique économique qui va être une alimentation équilibrée et adaptée n'est pas abordable financièrement. La réponse TM, elle va vous aider à quoi? Elle va vous aider à acheter ces aliments nutritifs. La réponse CCC, elle va vous assurer que vous avez une bonne utilisation, conservation, distribution des aliments au niveau du foyer. Là, on a considéré qu'il y a aussi un coût économique des ressources humaines pour assurer les pratiques de soins. Donc, je vous disais, par exemple, la mère ne peut pas s'occuper de son enfant parce que c'est un coût financier, parce que si elle est à la maison, elle ne peut pas travailler. Donc ça, on peut travailler à la fois sur encore des TM pour acheter les aliments nutritifs et aussi pour le changement de comportement, encore une fois, sur tout ce qui est les bonnes pratiques. Vous avez des barrières structurelles. Donc, les barrières structurelles, les services de base ne sont pas disponibles en qualité et en quantité. Donc là, on ne parle pas de barrières financières, on parle vraiment de structurelles. Donc, vous n'allez pas avoir une réponse TM dans ce cas-là, mais vous allez avoir une réponse changement de comportement pour dire, bon, bah, on veut renforcer l'utilisation des services par la communauté, renforcement des services de santé et la WASH. Et pour le dernier point, des barrières, tout ce qui est barrière changement de comportement, donc manque de capacité des donneurs de soins. Donc encore une fois, là, vous pouvez avoir une réponse triple, des TM qui vont être encore une fois l'accès à la nourriture, diminuer la pression économique dont je parlais plus tôt, les changements de comportement, encore une fois, pour s'assurer des bonnes pratiques de soins et les renforcements de systèmes de santé. Donc, ce qu'il faut voir à chaque fois, c'est que vous allez toujours plus ou moins avoir une réponse complémentaire. Normalement, votre réponse TM plus CCC plus renforcement du système, elle va être entrelacée et va viser à adresser l'ensemble de vos déterminants. Vous n'allez pas avoir une réponse TM qui va couvrir un déterminant, une réponse CCC qui va adresser un autre, etc. Les réponses sont multiples parce que les causes sont multiples et que les causes sont liées entre elles. Je vais repasser la main à Nathalie pour la prochaine étape, qui est l'axe 3. Et on est un peu à court de temps, donc je pense qu'on va aller peut-être un peu plus vite. Et oui, bah, c'est tout ce que je voulais… Alors, attends. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, on le voit très bien. Pardon. Je n'ai jamais testé ça. Bonjour. Voilà, donc juste une dernière petite slide pour vous parler donc de… Oh là là, de la conception donc, des transferts monétaires, puisque là, on a vu à travers les deux axes qui ont été présentés par les filles la pertinence des TM. Donc, elle vous a aidé à évaluer la pertinence des TM par rapport aux causes de la malnutrition dans votre contexte et à voir si les TM pouvaient être un outil efficace pour répondre aux objectifs programmatiques nutritionnels. Maintenant, il y a évidemment d'autres facteurs qui vont rentrer en compte pour évaluer la faisabilité des transferts monétaires. Donc, d'une part, ça va être tout ce qui est options de réponse, analyse des différentes options de réponse et ensuite la conception de votre programme. Donc, dans l'outil, on n'a pas souhaité
aller très en profondeur sur ces deux aspects parce qu'il y a déjà beaucoup d'outils disponibles et qui peuvent vous aider sur ces deux aspects. Donc, l'idée, c'était plutôt pour vous, à travers cet outil, de comprendre dans quel contexte et selon quelle cause les TM peuvent être un outil efficace pour la malnutrition, à travers la définition des objectifs et résultats nutritionnels du programme. Ensuite, évidemment, vous faites votre ciblage géographique et des ménages. Mais on sait qu'après, il y a tout ce qui est analyse des risques, analyse de faisabilité, notamment tout ce qui va être dynamique communautaire, acceptance de la modalité, les services et capacités. Donc, Diane y a touché en parlant de la capacité des marchés, que ce soit les marchés alimentaires ou les marchés de services. Et une fois que tout ça est évalué et que vous avez vu que les TM sont appropriés, faisables avec le BCC ou avec telle ou autre combinaison de modalités, vous allez devoir concevoir votre programme sensible à la nutrition. Et donc là, on a une annexe dédiée, l'annexe 8, qui va vous envoyer vers des outils qui existent déjà. On a vraiment trié les meilleurs outils, les outils les plus clairs disponibles pour vous aider à déterminer, par exemple, la durée, la fréquence, le montant, à qui donner, quels sont les indicateurs de suivi, les mécanismes de redevabilité que vous devez concevoir pour cette modalité. Donc, je ne passe pas plus de temps dessus, mais pour ceux d'entre vous qui se sentiraient déjà à l'aise sur tout ce qui est mécanisme de l'axe 1 et 2 et qui ont plus besoin de savoir, OK, moi, je sais que les TM sont utiles dans mon contexte pour adresser les causes de la malnutrition. Comment est-ce que je fais maintenant pour concevoir des TM? Donc, c'est surtout cette partie-là qui va vous intéresser. Je pense qu'on peut arrêter là avec la présentation qui a été bien assez longue et ouvrir. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de questions dans le chat. Donc, je pense qu'on peut continuer là-dessus. Anne-Céline, je te laisse reprendre la main. Oui, merci Nathalie. Merci à tous pour votre attention. Merci particulièrement à Nathalie, Diane et Anne-Sophie pour les différentes présentations. Vous voyez qu'on a au niveau de la région des expertes sur le sujet des transferts monétaires. Et nous, en tant qu'acteurs de la NUT, il faudrait voilà, pas qu'on passe à côté de cette expertise et qu'on s'engage de plus en plus. Donc effectivement, il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées dans la chatbox. Peut-être une des premières questions était celle de Fabrizio de MSF qui questionnait donc la manière dont la décision était prise pour classifier un facteur comme un facteur majeur ou mineur. Donc ça, c'était une des premières questions qui est ressortie. Donc peut-être je peux y aller puisque c'est très en lien avec les analyses de IPC malnutrition aiguë qui sont conduites dans un certain nombre de pays de la région où effectivement des critères en fait de fiabilité sont définis en prenant en considération donc comme le mentionnait Anne-Sophie deux critères de base qui sont la temporalité bonne ou limitée et puis le sourcing. Il y a pas mal là dit comme ça peut vous paraître effectivement peut-être un peu large, mais il y a un certain nombre d'outils et de documents en fait de base qui peuvent nous permettre de parvenir en tout cas à cette classification, de savoir si les sources sont à un niveau de fiabilité faible, acceptable, moyen ou élevé. Donc ça, c'est des éléments qu'on pourra vous partager de manière à ce que vous ayez justement un peu ces éléments en tête. Mais tout bonnement, pour vous donner un exemple, si on utilise par exemple une enquête SMART qui date de plus d'une année, bon, la qualité et la fiabilité de la donnée va certainement être limitée, particulièrement quand on est dans des pays avec une saisonnalité marquée et également là avec un contexte comme on a eu cette année de Covid-19 où on a eu un choc supplémentaire qui donc est venu s'adjoindre donc on va dire aux déterminants de base de la malnutrition. Donc il y a voilà pas mal d'éléments explicatifs. Donc c'est des éléments qu'on pourra évidemment vous partager pour mener à bien ce type de classification. En espérant avoir répondu.
je laisse aussi les autres participants et organisateurs aller s'il y a d'autres compléments d'information. Une autre question était celle de Francesca sur donc est-ce que ces déterminants, est-ce que les déterminants sont considérés dans la partie déterminants sont considérés la disponibilité et la qualité des services sanitaires. Il me semble que Diane y a répondu, notamment dans la deuxième partie de la présentation. Diane, est-ce que tu veux rebondir là-dessus ou bien? Non, mais Francesca avait dit après que voilà, c'était bon. plus relevant. C'était une question en cours. D'accord, très bien. Donc, on avait aussi deux mains levées, celle de Félicien et de Raoul. Il me semble avoir vu que la main de Félicien était baissée, mais que celle de Raoul était encore levée. Donc, Raoul, je vous laisse prendre la parole. Oui, merci beaucoup. C'est Dr Raoul Kabutu, Cordo Technique Nutrition Santé ACTED. Ma question réside autour du premier axe, plus précisément au niveau du deuxième étape, dans l'identification des déterminants contributifs de la situation nutritionnelle. J'aimerais bien savoir autour de la fiabilité ou même de l'efficacité des données. J'aimerais savoir au cas où au niveau local, on a accès aux données IPC qui sont actualisées. Quelle est l'approche qui serait la plus privilégiée? Est-ce qu'il faut privilégier le plénière avec l'ensemble des acteurs multisectoriels au niveau local ou carrément se fier aux données IPC actualisées? Voilà un peu ma question. Ok, merci Raoul. Je pense qu'effectivement, les données IPC sont à l'heure actuelle réactualisées de manière annuelle au niveau des pays. Après, en fait, ça va aussi dépendre du scope peut-être de votre programmation, notamment du scope géographique. Les analyses IPC qui sont menées normalement descendre jusqu'au niveau admin 2, mais dans certains cas peuvent rester jusqu'au niveau admin 1. Donc, je pense, en tout cas pour ma part, ça serait nécessaire d'aller un petit peu plus en profondeur en fonction encore une fois, de la zone géographique que vous couvrez. Si vous êtes sur un district, si vous avez une couverture sur un district sanitaire dans son entièreté, dans ces cas-là, effectivement, il faudrait se reporter à l'exercice IPCMA, qui est une très bonne base de travail où justement tous les déterminants sont passés en revue et analysés, et voir si l'analyse a été menée au même niveau d'intervention que celui que vous recherchez. Si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, il faut aussi reprendre l'IPC, mais peut-être rescoper l'analyse et essayer aussi d'avoir des sources d'informations qui pourraient être distinctes, des sources d'informations qui pourraient être un petit peu plus locales et qui permettraient donc d'avoir une analyse beaucoup plus aiguë, on va dire, de la question. Je vois que Joseph aussi a sa main levée. Joseph Claude, allez-y, la parole vous est donnée. Oui, allô? Bonjour à tous. Allô? Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, nous vous entendons très bien. Je suis Joseph Claude, je suis à Ocha, au Cameroun. Ma question va dans le sens pratique des transferts monétaires. Je m'excuse, d'abord j'ai pris la réunion un peu tardivement, donc peut-être qu'on a déjà répondu à ma préoccupation, mais je la pose tout de même pour avoir une idée. Dans le sens pratique de l'utilisation des transferts monétaires dans la nutrition, c'est quel genre de mécanisme qu'on va utiliser? Le risque, c'est quand je sais que la prise en charge de la malnutrition se fait généralement à travers la distribution de certains nutriments et que la plupart du temps, ces nutriments ne se retrouvent pas dans
dans nos marchés. Je crains un peu que si on donne du cash, que le programme ne soit pas efficace pour résoudre le problème qui se posait à la base, à savoir un peu sauver les enfants de la malnutrition. Donc, je ne sais pas si vous avez des études ou bien des exemples de cas où on l'a fait et comment est-ce que ça s'est passé. On a essayé de faire la prise en charge en utilisant les produits locaux. Ça, j'étais encore au PAM, on utilisait un peu les produits locaux pour faire la prise en charge de la malnutrition, mais jusque-là, ce n'était pas très efficace. Over. Est-ce que tu veux que Ok, merci Joseph. Oui, vas-y Nathalie, tu peux. Oui, sur les... Donc, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que pour que le cash soit efficace, il faut faire certaines analyses quand même, et notamment effectivement la disponibilité sur les marchés. Après, ce qu'on a dit aussi, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est que les transferts monétaires et surtout non restrictifs à usage multiple permettent quand même de sécuriser un petit peu la réponse aux besoins de base. Et le risque, c'est que même si vous donnez parce que les marchés ne sont pas assez approvisionnés en aliments que vous souhaitez, le risque, c'est que si les personnes ont d'autres besoins, ils vont échanger ça, ils vont se le partager, ils vont le distribuer. Donc, en fait, en termes d'impact programmatique, on n'est pas vraiment mieux. Donc, le cash a au moins l'avantage de pouvoir répondre aux besoins de base, sécuriser la réponse aux besoins de base. Et s'ils sont bien conçus et si les analyses de marché sont bien faites, ils peuvent, en cas de disponibilité, répondre en plus aux besoins spécifiques nutritionnels. Ce que nous, on encourage les acteurs de transfert monétaire à faire actuellement, c'est de voir un peu plus loin que les transferts monétaires et avoir des approches, comme on dit, basées sur les marchés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éternellement continuer à importer des aliments ou construire des services qui manquent au niveau local. Il faut qu'on travaille au renforcement des filières de production, et ça, que ce soit le PAM ou la FAO, il y a beaucoup d'acteurs qui le font maintenant. Donc, encore une fois, les transferts monétaires ne sont pas une réponse à tout, ils ne sont pas toujours pertinents, pas toujours utilisables, mais ils apportent plus de flexibilité et ont du potentiel que ne présentent pas forcément les autres modalités. Et Anne-Céline, du coup, si tu permets, j'en profite pour répondre à la question de Fabrizio aussi dans le chat qui demande si l'inclusion d'une composante cash peut inciter à l'abus d'utilisation, double enregistrement, durée, etc. Quelles sont les méthodes pour signaler, quantifier ces phénomènes et méthodes pour les éviter? En fait, ça, c'est quelque chose c'est vraiment un préjugé sur le cash qui est largement répandu, que si on donne de l'argent aux gens, tout le monde va vouloir s'inscrire, etc. En fait, il y a tellement de standards appliqués au cash et que ce soit les bailleurs ou les organisations, on a toujours un petit peu ce préjugé de « mon Dieu, on va donner de l'argent aux gens ». L'idée de base, c'est que les gens savent mieux que nous ce dont ils ont besoin. Donc, il y a forcément des gens qui vont avoir des comportements qui ne seraient pas ceux qu'on souhaiterait. Mais encore une fois, c'est la même chose avec Linkind, avec la distribution de RUTF ou d'éléments enrichis, etc. Il y a toujours des gens qui vont échanger. Ce n'est pas toujours malicieux, c'est parce que les besoins sont très grands. Et en fait, les standards et les critères appliqués au cash sont tellement stricts qu'en fait, on se rend compte souvent, en passant aux interventions cash, qu'il y avait dans nos bénéficiaires, etc., beaucoup de double utilisation, de double enregistrement qui étaient là depuis des années sur Linkind, mais qu'en fait, on s'en fichait parce que c'était de Linkind, quoi. Alors qu'en termes de pertes et de pertes programmatiques et de ressources, c'est exactement la même chose. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est avéré. Et clairement, ne vous en faites pas trop, que les contrôles sont si stricts sur les transferts monétaires qu'a priori, les risques en tout cas sont contenus par rapport à d'autres modalités qu'on a tendance à beaucoup moins vérifier. Ok, merci Nathalie. Alors, il y a les langues se délient, donc on a une série de mains levées. El Hassan, je te laisse la parole. Merci beaucoup. C'était juste pour apporter un complément de l'information à ce que Nathalie a dit et par rapport
au cash et rassurer aussi nos collègues qu'on ne demande pas de faire du cash pour du cash. Avant de faire le cash, il y a un nombre d'analyses situationnelles à faire. Est-ce que le problème est un problème financier ou un problème même de disponibilité alimentaire? Par exemple, s'il y a la disponibilité alimentaire et que les gens sont pauvres, comme dans les cas où on a vu au Burkina, au Niger, on fait une approche ciblée, c'est-à-dire c'est dans la période de soudure qu'on aide les gens à avoir un peu de cash pour pouvoir acheter, par exemple. Et c'est à quelle population on donne. Il ne faut pas, quand on donne de l'argent à des gens pauvres, très pauvres, ils ne vont qu'aller acheter à manger. Ça a été prouvé, 90% de leurs ressources vont aller dans l'alimentation. Donc, c'est vraiment pour dire qu'il faut analyser la situation, savoir c'est quelle population cible je fais et à quelle période. Donc, il faut avoir des informations comme ça avant de dire de faire du cash parce que c'est devenu depuis un phénomène de mode où tous les programmes disent il faut qu'on fasse du cash. Non, ce n'est pas du cash pour du cash. Il faut vraiment analyser la situation, avoir des informations de base, cibler la population bénéficiaire pour être sûr qu'elle va utiliser ça pour l'alimentation et aussi faire du monitoring pour ajuster le programme toujours en fonction des réalités. Donc, il n'y a pas de méthode déjà préétablie, mais il y a une démarche qu'il faut obligatoirement et que je salue les présentateurs qui ont très bien donné ça. Il faut suivre cette démarche et contextualiser ça avec votre projet. Voilà. Donc, c'est un peu cette contribution que je voulais ajouter pour assurer les gens que le cash reste une modalité et si elle est bien planifiée et étudiée, elle apporte des réponses et ça a été aussi prouvé dans pas mal de pays. Merci. Super, merci, merci beaucoup El Hassan. Geza, je vois que tu as ta main levée, je te donne la parole. Merci. Oui, merci. Merci Anne-Céline, merci à tous. Je vais commencer par préciser que je ne parle qu'en mon nom et que ça n'engage que moi, en essayant d'être court, juste partager quelques réflexions et questions ouvertes. D'abord, bon, il y a une tendance quand même que vous connaissez tous, mais qui est quand même très marquée justement pour recourir au cash à large échelle. Et c'est dans ce cadre-là que mon intervention que j'inscris mon intervention, étant entendu que le bénéfice d'interventions ponctuelles et ciblées, comme l'a présenté à l'instant M. Alassane, ne fait aucun doute, étant entendu que nous-mêmes, MSF, si on n'a pas eu recours à ces stratégies, on a pu s'associer par le passé pour constater et documenter au Niger en 2010 notamment, avec Save the Children et d'autres acteurs, agences, PAM et UNICEF, que la combinaison des interventions alimentaires et cash avait des résultats meilleurs que quand elles sont isolées. Il y a donc une espèce de synergie des deux interventions. Mais étant entendu aussi que c'est pour ça que j'émettais certaines réserves quant à ma capacité de m'exprimer, mais j'ai quand même quelques avis, en tout cas des questions. Nous, MSF, ne sommes pas très familiers avec la stratégie, ces stratégies, et n'avons pas non plus engagé une réflexion, je crois, très élaborée. Mais voilà, c'est un préambule. Je voudrais juste préciser donc par exemple, sur des choses qui sont connues certainement de la plupart d'entre vous, mais qui sont quand même très parlantes. Moi, dans mon travail, un petit travail que j'ai fait il y a quelques mois, pour fixer un peu, chiffrer un peu l'étendue du cash aujourd'hui dans le volume de l'aide humanitaire, sur les by-states nigérians, Borno, Adamawa, Yobe, le groupe sectoriel
dans son rapport 2019, annonce que le cash a représenté 1/3 du budget global de l'aide en 2018 et 2019. C'est des budgets conséquents, hein. On parle en l'occurrence, donc le cash aura représenté en 2018 290 millions de dollars, hein, en volume d'aide sur ces 3 États. Nettement moins l'année d'après, mais c'est quand même 1/3 des budgets de l'aide. Un autre exemple, c'est que le PAM, dans ses plans de gestion 2020-2022, prévoit d'allouer sur son exercice 2020, enfin prévoyait avant le Covid, il est probable que ces données aient été perturbées, mais peut-être augmentées et pas abaissées. Le PAM prévoyait que 37% du total de son assistance passerait par le cash. À cela, il faudrait encore ajouter 6% au titre de transfert pour renforcement de capacité. On dépasse les 40%. Et donc, si on fixe un peu les choses de cette façon, on arrive quand même à se dire que il y a une réflexion et une analyse critique qui est quand même autorisée, qui devrait même être encouragée, dans la mesure où ce cash est en train de s'imposer, hein, et de représenter pas seulement de façon ponctuelle, ciblée et localisée, mais de façon massive. Le cash et les stratégies de cash sont en train de s'imposer comme étant un mode d'intervention majeur dans les urgences complexes, dans les urgences plus chroniques, dans les interventions comme tout ce qui a été fait cette année par les États et leurs partenaires, alimentaire et d'assistance, plus généralement d'assistance d'aide sociale et d'assistance aux populations les plus vulnérables. Et ce que j'observe, moi, c'est que, j'ai refait encore une recherche ce matin, je ne trouve pas de revue critique. Il y a des exercices de revue et d'analyse par Vision Mondiale au Zimbabwe, par d'autres acteurs en Ukraine, en Pologne. Enfin, il y a des analyses, mais qui relèvent pas exactement de l'analyse critique au sens où je l'entends, ou en tout cas, je retrouve pas encore le degré d'analyse qui serait attendu devant des stratégies qui sont en train de prendre le pas et d'absorber un tel volume. Je voudrais m'arrêter là, mais je ne résiste pas à une question vous avez élaboré, Nathalie, tout à l'heure encore, voilà, on revient toujours sur les éléments d'incertitude, sur la capacité des populations à, non pas bien utiliser, mais à ne pas trop détourner. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je suis peut-être naïf, mais j'ai davantage confiance en une famille vulnérable ou la maman d'un enfant malade ou malnutri que dans le marché et le business commerçant. Et c'est plutôt cet aspect-là que je questionnerais, enfin, mais sous forme de question, hein, c'est savoir si qu'est-ce qu'on arrive à suivre, à monitorer et à documenter et éventuellement conclure d'interventions massives quand elles s'inscrivent sur la durée, dans des environnements qui sont pénétrés depuis très longtemps par des circuits marchands, et qu'est-ce qu'on arrive à bilanter un peu en termes d'influence de ces stratégies, quand elles sont massives, et elles le deviennent, sur le niveau des prix, sur la spéculation, sur les détournements et les
pas tant population, hein, qu'on a souvent tendance à montrer du doigt comme étant vulnérable, vulnérable, donc pouvant avoir tendance à détourner l'usage, mais encore une fois, je m'inquiète souvent, peut-être c'est une vue de l'esprit, mais je m'inquiète davantage de la capacité de systèmes économiques, marchands, avec leur part de truanderie, je vais le dire comme ça, par simplicité, de détourner des usages, y compris de pirater des systèmes de transfert d'argent par électronique, etc., etc. Je m'arrête là, mais c'est pour souligner l'intérêt, souligner l'importance que ça prend, et donc l'intérêt que je vois dans une revue et un questionnement un peu permanent qui devient d'autant plus nécessaire que idéologiquement, c'est clairement quelque chose qui s'impose. D'un point de vue pragmatique, il est entendu que tout ce qui peut arriver le plus directement possible vers le bénéficiaire sans être absorbé par des frais opérationnels conséquents qui nous font vivre, hein, nous acteurs. Tout ce qui peut arriver directement chez le bénéficiaire est par définition le bienvenu, mais que ça pose quand même beaucoup de questions. Je vous remercie pour votre attention et je m'excuse de la longueur de mon intervention. Ok. Merci Geza. Est-ce que l'une d'entre vous veut répondre à la question de Geza ou aux commentaires de Geza? Des éléments apportés. Oui, on peut essayer, et puis aussi ravi de de continuer les échanges en bilatéral. Après, j'imagine que les préoccupations de Geza sont communes à pas mal de participants, mais en fait, on a beaucoup de critiques vis-à-vis de l'ETM, et on a même souvent plus de critiques que de vraies analyses des risques, ce qui explique pourquoi ça a pris en fait tant de temps et pourquoi on a encore tant de résistance à travers différents secteurs. L'aide en transfert monétaire ne représente même pas 20% de l'aide au total. Alors c'est vrai que ça monte, mais c'est parce qu'en fait on avait un potentiel énorme qui a été bloqué pour des raisons purement d'idéologie et de capacité et de résistance du système. Et donc là, on sent qu'effectivement des barrières se sont levées et que beaucoup d'organisations, surtout depuis le Grand Bargain, ont pris des engagements organisationnels et de capacité, etc., d'embrasser l'ETM. Pour autant, comme on l'a vu, il y a quand même beaucoup plus de standards, beaucoup plus d'analyses qui sont appliquées. Donc, c'est toujours beaucoup plus difficile de faire l'ETM que n'importe quelle autre modalité. Les acteurs, a priori, vont faire de la sensibilisation en NUT, que ça coûte le temps, les ressources, etc., sans vraiment toujours faire des analyses sur est-ce que les gens ont besoin d'être sensibilisés, est-ce que les gens ont besoin d'être formés. Et c'est un peu pareil dans tout. Donc, il n'y a vraiment que pour l'ETM qu'on fait une analyse de réponse vraiment pertinente et approfondie. On a mardi le lancement du rapport en français, le State of Balance Cash, qui va justement revenir un peu sur les risques et les grands défis que pose l'ETM et notamment leur mise à l'échelle. Donc, je pourrais vous partager le lien, je vous invite à y participer. Et en fait, alors, il y a des critiques sur le cash, et quand on fait en fait l'analyse des risques réels, que ce soit les risques de sécurité, des risques d'inflation sur les marchés, des risques de détournement, on n'a pas plus d'évidence que ces risques sont avérés sur le cash par rapport aux autres modalités, et bien au contraire, le monitoring et les indicateurs qu'on applique au cash, en fait, on se rend compte que c'est souvent des problèmes qui étaient là bien avant les systèmes de fraude, même au sein des organisations, par les staffs, les attaques qu'on voit dans la région. Les attaques ne visent pas spécialement les convois de cash. Il y a beaucoup de stocks de nourriture qui sont attaqués, par exemple, dans la région. Mais là où je partage tout à fait ta préoccupation, c'est que dans la mesure où, si on avance vers une mise à l'échelle massive
et à une systématisation des TM, effectivement, on va avoir très certainement un accroissement des risques et une plus grande réalisation de ces risques. Et je pense que les acteurs de cash en général, ils sont conscients. On a au sein du Grand Bargain Workstream sur le cash task force dédiée sur les risques. On a une task force sur la data protection. On a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur les risques de fraude, etc. Donc, je suis assez confiante que c'est quelque chose qui est quand même très bien monitoré et qui est suivi de près. Et en réalité, beaucoup plus que sur le reste des interventions humanitaires. Ce qui est, à mon sens, aussi quelque chose qu'amène le cash, c'est de rehausser un petit peu nos standards et notre niveau d'acceptance par rapport aux fraudes, à la diversion, au coût, efficacité de nos interventions, etc. J'arrête là parce que je vois qu'il y a encore d'autres questions. On a une autre slide. Ouais. Merci Nathalie. Effectivement, on va essayer d'avancer. Je pense que c'était malgré tout voilà, intéressant d'entendre les uns et les autres. Comme on l'a mentionné hein, en début de webinaire, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on va dire les programmations nutrition dans lesquelles sont intégrées des modalités de transfert monétaire restent, on va dire, assez minimes ou assez faibles. Et c'est certainement à cause de toutes ces questions hein, qui ont été adressées aujourd'hui, voilà, des inquiétudes, des questions. Donc, je pense que c'est voilà, des moments importants où on peut discuter. Peut-être, je vois que Marina a laissé la main levée depuis un certain moment. Oui, Elassane. Oui, Anthony, c'est juste pour rappeler que l'origine même du cash est venue de la catastrophe de toutes les autres interventions en Haïti en 2010 et que le Grand Bargain en 2012 qui a réuni les bailleurs se sont rendus compte que l'aide au développement n'arrivait pas. C'est pour cela qu'ils sont passés au cash. Donc l'origine même du cash montre que il y a eu défaillance. Et si on prend l'intervention après le séisme de 2010 en Haïti, et tout le monde connaît cette honte humanitaire, c'est là qu'on a dit il faut donner l'argent, au moins on sait qu'une partie va arriver aux bénéficiaires. Et maintenant, je suis d'accord avec Nathalie, le cash est vraiment scruté à la loupe et c'est très bien. Plus on a la pression, plus on augmente nos standards, plus on va améliorer les choses. Parce que les problèmes que Geza a dit, ce sont des problèmes structurels qui existent dans les sociétés et dans les organisations, qui n'ont rien à voir avec le cash. Maintenant, quand le cash vient, ils essaient de s'agripper parce que ça, c'est de l'argent. Le détournement existait bien avant le cash. Il faut maintenant contrôler, monitorer pour pouvoir donner vie à cette intervention où le bénéficiaire a quand même quelque chose directement. Merci. Ok, merci beaucoup Elassane. Marina, je te vois, ça fait un petit moment que tu as la main levée. Merci beaucoup. Donc, c'est Marina Tripaldi, je travaille pour en Angleterre, UK. Je travaille en équipe avec Diane. Merci beaucoup pour cet webinaire, très, très utile pour notre travail. Au fait, je voulais juste partager un commentaire et peut-être une petite suggestion pour des réflexions à suivre qui sont, je crois, très importantes dans l'état actuel où nous travaillons avec des adaptations au COVID-19 qui impactent un peu tout notre travail, soit dans les transferts monétaires, soit dans les cadres de la nutrition. Donc, pour souligner, comme Nathalie nous a expliqué, l'importance de faire des analyses, des bonnes analyses des faisabilités et analyse des risques pour comprendre aussi quelles sont les meilleures options en termes de modalités. Par exemple, très souvent en ce moment, en termes d'adaptation à COVID-19, on utilise par préférence les opérateurs téléphoniques parce qu'ils réduisent un peu ces risques de transmission du virus. Mais il est très important de comprendre quelles sont les modalités qui sont plus adaptées au contexte. Et en particulier, si on regarde aux combinaisons des interventions de transfert monétaire et interventions pour les changements de comportement,
l'analyse des évidences de Save the Children a montré que parfois, quand on utilise des opérateurs mobiles, on peut perdre un peu de participation à des activités justement de sensibilisation. Donc, super important de faire du planning et de comprendre un peu comment, voilà, comment la modalité est adaptée et quelles sont les solutions qu'on peut trouver dans nos projets pour assurer la participation aux activités de nos bénéficiaires. Même chose pour tout ce qui est conditionnalité. Vraiment, on regarde à maximiser l'impact, donc à pouvoir un peu encourager nos bénéficiaires à participer à toutes ces activités. Mais il est important de comprendre dans le cadre de la nutrition comment ces réductions des mouvements des personnes est faisable dans les activités nutritionnelles. Donc, je pense que nous sommes en train de réfléchir sur ça internement à cette étude, mais je pense que c'est très important. Et même chose pour tout ce qui est ciblage. Je pense qu'il est très important de regarder tout ce qui est ciblage sur la base de la vulnérabilité et nous sommes en train de regarder de plus proche comment encourager un système de référence entre secteurs, intégration entre secteurs pour ces systèmes de ciblage. Donc, qu'est-ce qui est faisable en temps de COVID-19? Voilà, j'aimerais bien continuer de travailler avec ce groupe sur ces questions un peu plus spécifiques. Merci. Ok, super. Merci beaucoup, Marina. Il y avait d'autres personnes qui avaient levé la main, Félicien et Jean. Je ne vois plus les mains levées. Je ne sais pas si ces personnes sont encore dans la salle. Il me semble pas. Il me semble qu'ils ont dû quitter, à moins voilà, d'un retournement de situation de dernière minute, mais je ne les vois plus. Donc, on va peut-être juste essayer de clôturer cette session, puisqu'on a un petit peu de retard. Donc, je vais repartager juste mon écran pour... hop là, pour... Tac, vous me dites... Est-ce que vous voyez mon écran ou bien? Oui, c'est bon, on voit. Ok, super. Donc, bon, je pense que, voilà, en tout cas, l'exercice est assez intéressant. On a vu qu'il y avait beaucoup de questions à la fois sur les modalités, les risques, les opportunités, sur la manière dont on pouvait prendre en considération donc un petit peu plus et un petit peu mieux aussi les transferts monétaires dans nos programmations de nutrition. On voit qu'il y a encore voilà, beaucoup de chemin à faire pour que chacun arrive à un niveau d'expertise voilà, qui puisse lui permettre d'aller de l'avant. Mais justement, c'est ce qu'on souhaite vraiment pousser voilà, dans la région. Certains partenaires mentionnaient dans la chatbox qu'il allait y avoir des formations qui allaient être mises en place pour leur staff dans les prochains mois. Donc, évidemment, les personnes qui ont l'opportunité d'y prendre part, n'hésitez pas. Il y a cette guidance qui a été aussi partagée dans la chatbox. Cette guidance donc, sur les TM dans le cadre des programmations nutrition, alors particulièrement dans les contextes d'urgence. Donc, n'hésitez pas aussi à en prendre connaissance. On a encore apprendre. Toutefois, je pense qu'il faut qu'on se le dise. Hein, il y a beaucoup d'expérience et d'expertise qu'on a acquise en testant et en marchant un petit peu sur des œufs. Et je pense que voilà, il faut qu'on essaye de se stimuler et de créer un peu d'émulation autour de ces éléments du transfert monétaire dans le cadre de nos programmations nutrition. Je ne vais pas être plus longue. Quelques prochaines étapes, alors qui sont plus liées à la coordination, hein, clairement, puisque c'est aussi un des besoins prégnants qu'on va voir apparaître dans le cadre justement hein, de nos avancements sur le cash. Mais on va essayer d'appeler un maximum, et je ne sais pas s'il y a nos collègues hein, des clusters qui sont présents dans ce call, mais ça ne revient pas que à eux, évidemment, mais d'essayer de
maximum à la fois les guides et les différents outils opérationnels qui existent auprès des partenaires nationaux, de manière à ce qu'une connaissance en tout cas se crée sur tout l'existant. Donc n'hésitez pas également à revenir vers les différents experts cash aussi qui sont présents au niveau de vos pays respectifs. C'est vrai qu'on a des liaisons encore à faire entre la nutrition et le cash. Donc utiliser les personnes ressources expertes au niveau des pays. Je pense que de toute façon, ça sera une des priorités et une des bonnes pratiques à mettre en place. Évidemment, encourager et promouvoir les approches de transfert monétaire qui puissent être sensibles à la nutrition, notamment dans le cadre des programmations humanitaires pays. Vous savez qu'on rentre là dans une grande partie des pays sur la période de planification, donc notamment de tout ce qui est processus HNO, HRP, puis aussi toutes les propositions qui vont partir pour les bailleurs de fonds pour 2021. Donc, soyez peut-être vigilants, inventifs. Penchez-vous un petit peu plus sur la question des transferts monétaires, ce qui peut se transformer en une opportunité après ce webinaire, ça serait de se dire, bon, on se retrouve dans 6 mois et on voit quels acteurs ont commencé à déployer des approches transfert monétaire sensibles à la nutrition dans la région et on voit un petit peu quels sont les résultats, quelles difficultés ils ont rencontrées, quels sont les premiers impacts, ça serait un grand mot, mais en tout cas, oui, les premières bonnes pratiques aussi qui ressortent, ça pourrait être une bonne chose. Donc, n'hésitez pas à commencer à y penser et à voir dans quelle mesure certaines approches de transfert monétaire pourraient d'ores et déjà être appliquées dans certains contextes dans le cadre des programmations. N'hésitez pas aussi à discuter avec les clusters en votre sein sur la priorisation des zones qui pourrait être déjà un travail préliminaire en utilisant l'existant. Encore une fois, il y a ces analyses de IPCMA, il y a ces cartes 3, 4, W, 5 W des clusters qui peuvent déjà peut-être engager les partenaires qui sont dans des zones identifiées comme prioritaires pour voir quelle serait la faisabilité, les opportunités et les besoins aussi de passer sur des modalités de transfert monétaire. Et évidemment, tout le travail aussi de monitoring, ce que je disais, pourquoi pas se retrouver dans quelques mois pour donner un petit peu les résultats de tout le travail qui aura été fait au niveau des pays. Toujours ce point sur la coordination entre les groupes cash et les groupes aussi de sécurité alimentaire. On sait que la nutrition est une problématique multicausale, donc de travailler main dans la main évidemment avec la sécurité alimentaire, on le fait depuis un certain nombre d'années et on continue à le faire et on continue faire. On essaye d'étendre ces partenariats et cette intersectorialité avec d'autres acteurs. Alors souvent, c'est vrai qu'on retrouve les acteurs de la santé, on retrouve également les acteurs du WASH, mais on a aussi une expertise qui est présente, celle des acteurs du cash. Donc il faut vraiment qu'on commence à tisser des liens entre nos deux secteurs pour aller un petit peu plus loin justement sur ces approches et maximiser au maximum nos échanges sur les mises en œuvre. Juste un petit wrap-up. On communique sur les bonnes pratiques. On va, nous aussi, plaider au niveau de la région. Donc, j'espère qu'il en sera de même au niveau des pays pour une meilleure adhésion sur les transferts monétaires par les acteurs de la nutrition. Et je pense qu'un certain nombre aussi d'acteurs donateurs, notamment, étaient présents sur ce webinaire. Et nous, on va continuer aussi au niveau de la région pour plaider en faveur de transferts monétaires ciblés sur certaines situations. Sur ce, on est déjà très en retard, presque 20 minutes.
Encore un très, très grand merci pour votre participation active. Au plus fort, on a été 72 participants, sans compter les présentateurs. Donc, voilà, un grand merci. Je pense que ça prouve que le cash fait l'objet d'un grand intérêt pour les acteurs de la nutrition. On vous partagera, comme le disaient mes collègues, dans les prochains jours, maximum prochaines semaines, les différents outils, donc que ça soit présentation plus toutes les annexes qui ont été développées. On reste évidemment à votre disposition pour toute question. Et en ce jour de vendredi, on va également vous souhaiter un excellent week-end. Et si vous avez un petit peu de temps pour voilà, réfléchir ou lire sur les transferts monétaires pendant les moments de pause et de répit, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Anne. Merci beaucoup, merci à tous. Merci.